Le soleil se déversait sur le balcon de la Villa Corse, peignant l'eau de traînées turquoise et rose lorsque mon téléphone s'est allumé avec une bannière rouge en haut de l'écran. Le mariage de Sophie et Julien est en direct maintenant. Je n'étais pas censée le voir. Je n'étais pas censée être là du tout. Ma famille me l'avait fait comprendre douloureusement des semaines auparavant, lorsque la voix de ma mère avait tranché au téléphone comme une lame. Si tu ne peux pas soutenir ta sœur, alors ne viens pas. J'avais été effacée, une fois de plus. Ils avaient ri quand je les avais prévenus au sujet de Julien, disant que j'étais dramatique, jalouse même. Et maintenant, c'était là. Le mariage dont j'avais été exclue, diffusé sur mon écran comme une émission de télé-réalité cruelle. Daniel s'appuya sur la balustrade à côté de moi, la brise de la Méditerranée agitant ses cheveux sombres. Tu n'es pas obligé de regarder, dit-il doucement. Mais mon pouce plana quand même, parce que ce n'était pas seulement un mariage. C'était une preuve. La preuve qu'il l'avait choisi lui plutôt que moi. Le mensonge plutôt que la vérité. Le fantasme plutôt que le sang. Et une partie de moi voulait voir si mon silence, mon absence, aurait une quelconque importance lorsque le rideau tomberait enfin. Je n'étais en Corse que depuis 2 jours, mais j'avais l'impression d'être entrée dans une autre vie. La villa surplombait une plage de sable aux reflets roses et des eaux peu profondes qui s'étendaient plus loin que mon regard ne pouvait porter. Daniel avait insisté pour que nous venions ici lorsque la liste des invités pour le mariage de Sophie avait été finalisée sans mon nom. « Laisse-les avoir leur cirque », m'avait-il dit. « Nous aurons la mer. » Au début, j'ai résisté. Comment pouvais-je m'enfuir en Corse alors que toute ma famille se rassemblait en Provence, levant leurs verres et souriant aux appareils photos comme si leur trahison n'était pas gravée dans ma peau. Mais à l'instant où nous avons atterri, avec le soleil méditerranéen m'enveloppant les épaules, j'ai réalisé que partir n'était pas de la lâcheté. C'était de la survie. Je m'appelle Olivia Fournier et j'ai 32 ans. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai joué le rôle de la forte, de la fille fiable, de la sœur qui répondait présente, peu importe à quel point elle se sentait malvenue. J'ai cofondé une agence de marketing à Lyon, une agence qui a failli s'effondrer 2 fois parce que je virais de l'argent à Sophie au lieu de payer mon propre loyer. Quand elle a voulu déménager à l'autre bout du pays, j'ai conduit le camion. Quand elle a dépassé le plafond de ses cartes de crédit, j'ai payé ses factures. Et quand elle a appelé en pleurant après la première mauvaise soirée de Julien, c'est moi qui me suis assise sur le sol de sa salle de bain, lui tenant la main et lui murmurant qu'elle méritait mieux. Et maintenant je ne méritais même pas une chaise au dernier rang. Le schéma était là depuis toujours. Au dîner du réveillon de Noël, j'étais celle qui débarrassait la table pendant que mes parents louaient Sophie pour son nouveau stage. Pour mon 30e anniversaire, pas un seul membre de la famille n'a appelé. Mais quand Sophie s'est fiancée, ils ont organisé une fête avec des feux de Bengale et un gâteau à 3 étages, placardant chaque photo sur Facebook et me taguant uniquement pour donner l'impression que je faisais partie de la célébration, même si personne ne m'avait demandé si je pouvais venir. Le favoritisme n'était pas caché dans ma famille, il était exhibé comme une tradition. Alors, quand je suis tombée sur le nom de Julien, enfoui dans un dossier judiciaire, un document obscur lié à une société écran à Monaco, j'ai fait ce que toute sœur responsable ferait. J'ai creusé. J'ai suivi des noms, des adresses, des numéros de téléphone morts. J'ai trouvé des bureaux vides, des dossiers fiscaux, des schémas financiers qui criaient au blanchiment d'argent. Un de mes amis de la fac de droit a examiné les documents et a dit tranquillement « Ce n'est pas seulement de la fraude, ça touche au trafic ». Mon estomac s'est glacé. J'ai appelé mes parents immédiatement. « Papa », ai-je dit, ma voix tremblante, « Julien n'est pas celui que vous croyez. Il y a des preuves, il est dangereux. » Mon père a gloussé à l'autre bout du fil. « Liv, tu as toujours eu une imagination débordante. Essaie d'être heureuse pour ta sœur, pour une fois. » Puis est venu le soupir agacé de ma mère. « Si tu continues comme ça, tu vas gâcher sa journée. Ne ramène pas tout à toi. » Ces mots, « ne ramène pas tout à toi », avaient été le refrain de ma vie. Chaque fois que je pleurais parce que Sophie avait cassé ma tablette le jour de mes 13 ans. Chaque fois que je demandais pourquoi mon admission à la Sorbonne était moins importante que la rupture de Sophie. Chaque fois que je voulais être vue, on me disait la même chose. Ne ramène pas ça à toi. Mais comment pouvais-je ne pas le faire? Comment pouvais-je rester silencieuse alors que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser allait l'entraîner, elle et toute la famille, dans la ruine? Quand j'ai parlé directement à Sophie, sa voix s'est brisée au téléphone. Pourquoi tu me fais ça, Olivia? Tu as toujours détesté quand j'étais heureuse. J'essaie de te protéger, ai-je dit. Julien n'est pas sûr. Mais elle a changé de ton, comme si elle actionnait un interrupteur répété 1000 fois. Tu ne supportes juste pas qu'il m'ait choisi moi. Que maman et papa soient enfin fiers. Reste loin de mon mariage. Puis la ligne est devenue silencieuse. Alors je suis restée à l'écart. Mais rester à l'écart ne signifiait pas que j'avais cessé de m'inquiéter.
En regardant cette bannière rouge clignoter sur mon téléphone, sachant que toute ma famille était assise sur des rangées de chaises blanches sous des lustres suspendus sous le soleil de Provence, je ne pouvais m'empêcher de sentir ce trou familier d'exclusion s'ouvrir dans ma poitrine. Ils étaient tous là. Des amis d'enfance, des cousins, même Rachel Martin, une amie de fac à qui Sophie n'avait pas parlé depuis des années. 152 noms sur cette liste. Et pas le mien. Daniel m'a tendu un verre de vin blanc frais, de la condensation perlant sur le verre. Tu n'as pas besoin de te punir, dit-il doucement. Leurs choix ne sont plus ton fardeau. Mais mon esprit était agité, rebondissant entre le passé et le présent. J'ai pensé au réveillon de Noël, quand j'avais 28 ans, assise à la table des enfants parce qu'il ne restait plus de chaises, même si j'avais traversé le pays pour être là. J'ai pensé au déjeuner de Pâques où maman m'avait omise de chaque photo, me recadrant jusqu'à ce que seul le sourire de Sophie reste. J'ai pensé aux anniversaires oubliés, effacés. Et maintenant, ça. L'insulte finale. Ma propre sœur me rayant de son mariage comme si je n'avais jamais fait partie de son histoire. Le soleil a baissé, peignant la mer d'or. La main de Daniel a trouvé la mienne, son pouce traçant des cercles doux, me ramenant au présent. Laisse-les diffuser leurs contes de fées, dit-il. Nous vivons la réalité. Pourtant, lorsque les premières notes de musique ont flotté à travers le flux en direct, je n'ai pas pu m'empêcher d'appuyer sur « Rejoindre ». L'écran s'est rempli d'une vue de caméra tremblante. Sophie remontant l'allée, son bouquet tremblant dans ses mains. Julien souriant comme s'il avait déjà gagné. Mes parents, rayonnants, applaudissant, savourant chaque seconde. Je regardais, à l'autre bout du monde, invisible, indésirable. Mais cette fois, quelque chose en moi était différent. Parce que pour la première fois, je ne me sentais pas comme la paria. Je me sentais comme le témoin. La seule personne qui connaissait la vérité derrière les filtres parfaits, qui les avait tous prévenus et avait été rejetés. Mon absence n'était pas une faiblesse. C'était une prophétie. Et alors que la cérémonie se poursuivait, avec des vœux résonnants sous des guirlandes lumineuses, j'ai murmuré pour moi-même. Profitez en tant que ça dure. Le rideau finit toujours par tomber. Daniel a serré ma main, et j'ai laissé le vin couler sur ma langue, les vagues de la Méditerranée s'écrasant au loin. Et j'ai réalisé que l'histoire n'était plus à leur sujet. Elle était à mon sujet. Et cette fois, je ne m'excuserai pas d'avoir choisi le silence. Il était tard à Lyon quand les premières pièces du puzzle me sont tombées dessus. Je travaillais tard au bureau, la lueur de l'écran de mon ordinateur portable se reflétant sur la vitre alors que des flocons de neige tombaient dehors. Daniel dormait sur le canapé, sa main reposant encore sur le livre qu'il lisait. J'aurais dû fermer mon propre écran, me glisser dans mon lit et laisser la fatigue l'emporter. Mais au lieu de ça, un nom a attiré mon attention. Julian Dubois. Je ne le cherchais pas. J'avais fouillé dans le dossier marketing d'un client, à la recherche de données concurrentielles. Mais c'était là, noir sur blanc. Une immatriculation liée à une société écran à Monaco, avec une adresse correspondant à un entrepôt qui, selon Google Maps, était vide depuis des années. J'ai froncé les sourcils, cliqué plus loin, et plus je lisais, plus ma peau devenait froide. Des virements bancaires de montants étranges, des déclarations fiscales qui ne correspondaient à aucune opération normale. Le nom de Julien apparaissait entre des sociétés qui semblaient avoir été créées juste pour faire transiter de l'argent d'une boîte vide à une autre. J'ai copié les fichiers, sauvegardé les PDF. Mon estomac s'est noué en me souvenant de son sourire suffisant au réveillon de l'année précédente, la façon dont il se vantait de ses investissements tout en évitant chaque vraie question. Je connais des opportunités que le marché ignore, avait-il dit avec cette lueur dans les yeux. Maintenant, je savais exactement ce que cela signifiait. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix enjouée. « Livy, tout va bien ?» ?»« Maman, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne le voulais, j'ai trouvé quelque chose sur Julien. Ce n'est pas bon. Il est lié à des sociétés écrans. Il y a des dossiers au tribunal. Je pense, non, je suis sûre, qu'il fait du blanchiment d'argent. Et maman, c'est lié à des affaires de trafic de drogue. » Il y eut un silence, juste assez long pour que j'espère qu'elle était en train de digérer l'information, que peut-être, cette fois, elle me croirait. Puis est venu le soupir, ce soupir familier et agacé. « Olivia, tu as toujours été dramatique. » « Je n'invente rien. J'ai les dossiers. »« Tu regardes trop de séries policières, » dit-elle, un rire dans sa voix comme un couteau. « Julien est un homme qui réussit. Il offre à ta sœur une vie magnifique. Ne gâche pas ça. »« Maman ?» Mais elle était déjà en train de porter le coup de grâce. « Si tu continues comme ça, si tu continues d'essayer de la démolir, tu devrais probablement rester à l'écart du mariage. Nous n'avons pas besoin d'ondes négatives. » Des ondes négatives. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Pas un avertissement. Pas une protection. Juste moi, encore une fois, étant le problème. Quand j'ai raccroché, ma main tremblait.
J'ai pensé que peut-être mon père m'écouterait. Il avait toujours été sévère, mais logique. Alors je l'ai appelé. Il a gloussé après que je lui ai tout expliqué. Liv, tu as toujours cru que tu étais plus intelligente que tout le monde. Pourquoi tu ne cesses pas de jouer au détective et laisses ta sœur profiter de son bonheur? Ce mot, encore. Bonheur. Le leur. Peu importe le mien. Je n'étais pas prête à abandonner. J'ai appelé Sophie directement. Elle a répondu avec de la musique à fond en arrière-plan, des rires résonnant autour d'elle. Salut Sawyer, Dit-elle, guillerette, comme si nous étions encore amis. Un instant, je me suis laissé croire que c'était possible. Sophie, j'ai besoin que tu m'écoutes. Julien n'est pas celui que tu crois. J'ai trouvé des dossiers, des documents financiers. Elle m'a coupé avec un rire sec. Oh mon Dieu, toi aussi? Maman m'a déjà dit que tu inventais des histoires. C'est quoi ça, Olivia? Une sorte de crise de jalousie? Tu ne supportes pas que je sois enfin heureuse? Ces mots me brûlaient. Tu penses que je suis jalouse d'un homme qui est sur le point de t'entraîner en prison? Tu ne le connais pas comme moi, a-t-elle répliqué sèchement. Il n'a été que bon pour moi. Tu veux juste de l'attention. J'ai voulu crier, la secouer, lui faire voir. Mais elle était déjà en larmes, des sanglots étouffant sa voix. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi? Pourquoi ne peux-tu pas arrêter d'essayer de tout gâcher? Puis elle a raccroché. La ligne est devenue silencieuse, mais ses mots sont restés, résonnant comme une malédiction. J'ai posé le téléphone et j'ai pressé mes paumes contre mes yeux jusqu'à ce que des couleurs explosent. J'ai pensé à chaque moment où je l'avais portée. Quand elle avait accidenté ma voiture au lycée et que papa m'avait reproché d'avoir laissé les clés en évidence. Quand elle ne pouvait pas payer son loyer et que je lui avais envoyé la moitié de mes économies. Quand elle avait raté son entretien d'embauche et que j'étais restée éveillée toute la nuit pour réécrire son CV. J'étais toujours celle qui réparait, toujours celle qui arrangeait les choses. Et pourtant, me voilà, dans le rôle de la méchante. La voix de Daniel m'a ramenée à la réalité. Liv. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, tenant 2 tasses de thé. Ses yeux ont scanné mon visage et il a su avant que je ne dise un mot. Ils n'ont pas écouté, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Ils m'ont dit de rester loin du mariage. Que j'étais jalouse. Que je gâchais son bonheur. Il a posé les tasses, a traversé la pièce et m'a prise dans ses bras. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer de les sauver. Les larmes que j'avais retenues se sont libérées, trempant sa chemise. Mais si je ne le fais pas, qui le fera? Ses mains se sont pressées doucement contre mon dos. Parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre, c'est quand personne ne les sauve. Tu les as prévenus. C'est tout ce que tu pouvais faire. Je voulais le croire. Je voulais croire que mon silence pouvait suffire. Mais tout ce que je voyais, c'était le visage de Sophie strié de larmes, le rire froid de ma mère, le dédain de mon père. Tout ce que je sentais, c'était le poids d'être chassée de l'histoire que j'avais toujours essayé de maintenir unie. Plus tard dans la nuit, je me suis assise sur le bord du lit, faisant défiler mon téléphone. Sophie avait posté une story Instagram. Un tableau blanc couvert de marqueurs roses dorés. Liste des invités finalisés. Tellement reconnaissante pour vous tous qui ferez partie de notre journée. J'ai zoomé. Colonne après colonne de noms, des fleurs pastel griffonnées dans les coins. 152 noms. Des amis d'enfance, d'anciennes amies de promo, même Rachel Martin, celle qui avait un jour murmuré que j'étais trop intense pour qu'on reste près de moi. Mais pas moi. Pas moi. J'ai failli rire, car l'alternative était de tomber dans ce puits familier d'incrédulité. Elle ne m'avait pas juste coupé, elle m'avait coupé avec une précision chirurgicale et nette, comme si elle avait attendu toute sa vie pour m'effacer. Daniel est revenu dans la chambre, glissant son téléphone dans sa poche. J'ai réservé les vols, dit-il tranquillement. Quel vol? Pour la Corse. Porto Vecchio. Tu as besoin d'air. Tu as besoin de paix. Mon cœur a raté un battement. Je ne peux pas simplement m'enfuir. Il a secoué la tête. Tu ne t'enfuis pas. Tu te choisis, pour une fois. Je l'ai regardé, cet homme qui me voyait quand ma propre famille refusait de le faire. Et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé acquiescer. D'accord. Il a souri, ce sourire doux et constant qui a toujours été comme une encre. Bien. Parce que tu mérites mieux que d'être le punching ball de la famille. J'ai expiré, longuement et de manière tremblante, comme on le fait quand quelque chose se fissure enfin à l'intérieur. Et bien qu'une partie de moi aspirait encore à l'approbation de mes parents, à la confiance de Sophie, à l'illusion d'une famille qui se souciait de moi, une autre partie de moi murmurait que peut-être, juste peut-être, Daniel avait raison. Peut-être que la seule façon de survivre était de les laisser affronter leur propre tempête sans moi. Alors j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai glissé mon téléphone dans la table de chevet et je me suis glissée dans le lit. La main de Daniel a trouvé la mienne sous les couvertures. « Laisse tomber, » murmura-t-il. « Ils ont fait leur choix. Maintenant, fais le tien. »
Et alors que je sombrais dans le sommeil, la dernière pensée qui m'a traversé l'esprit fut celle-ci. Si la police financière avait déjà les yeux sur Julien, ce n'était qu'une question de temps avant que ma famille ne réalise de quoi j'avais essayé de les sauver. La seule question était, survivrait-il à la leçon? Le téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur le comptoir, brillant toutes les quelques minutes avec des photos de ma mère. Des bouquets, Sophie en voile lors de l'essayage, Julien serrant la main de mon père. Ce n'étaient pas des messages destinés à moi, pas vraiment. C'étaient des preuves diffusées de leur bonheur parfait, la preuve que je n'en faisais pas partie. J'ai retourné le téléphone, mais même alors, je pouvais sentir sa vibration, comme un battement de cœur qui n'était pas le mien. Quand j'ai finalement cédé et vérifié Instagram, la story de Sophie était en haut, encadrée de lettres scintillantes en or rose. Un boomerang d'elle tournoyant dans une robe avec la légende, tellement hâte d'épouser mon âme sœur, entourée d'amour. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que ma gorge me brûle. Entourée d'amour. Et pourtant, la seule personne qui l'avait portée à travers chaque crise, chaque nuit de détresse, avait été délibérément exclue. J'ai murmuré dans la pièce vide. Les gens qui t'aiment, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Daniel est apparu dans l'embrasure de la porte, les cheveux humides de la douche, une serviette nouée autour de ses épaules. Il a étudié mon visage un instant, puis est venu poser une tasse de thé à côté de moi. Tu n'as pas à te punir en regardant ça, dit-il doucement. Je ne peux pas m'en empêcher, ai-je admis. C'est comme appuyer sur un bleu. Je sais déjà que ça fait mal, mais je ne peux pas m'arrêter. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, une jambe repliée sous lui. Alors, et maintenant? Tu vas continuer à essayer de les convaincre? J'ai laissé échapper un rire creux. Les convaincre de quoi? J'existe? Que j'ai de l'importance. Ils ont déjà décidé. Maman l'a dit elle-même, ne ramène pas tout à toi. Sophie a dit que j'étais jalouse. Papa pense que j'essaie juste de gâcher son bonheur. S'ils veulent de Julien, qu'ils l'aient. Mais je ne resterai pas à Lyon le week-end prochain à actualiser les réseaux sociaux comme un fantôme. Daniel a pris ma main, chaude et stable. Alors partons. Partons avant même que leur cirque ne commence. La Corse. Porto Vecchio. Lo Sally et Lo Silence. L'idée m'a surprise, presque trop audacieuse pour s'y accrocher. Et s'ils disent que je suis égoïste? Que je les ai abandonnés? Il a rencontré mon regard. Olivia, ils t'ont déjà effacé. Ce que tu fais maintenant t'appartient. Arrête de vivre comme si tu avais besoin de leur permission pour respirer. Ces mots ont atterri. Comme des pierres dans un étang, créant des ondulations en moi. J'ai pensé au dîner de Noël où ma chaise semblait toujours glisser plus loin au bout de la table, à l'année où mon anniversaire était passé sans même un SMS, au réveillon, à 28 ans, j'étais coincée entre des cousins à la table des enfants pendant que Sophie trônait fièrement en bout de table. Ils avaient réécrit ma place pendant des années. Peut-être que j'avais été la seule à prétendre que ce n'était pas délibéré. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la silhouette de Lyon était un éparpillement d'or sur fond sombre. Je pouvais voir le reflet de mon propre visage dans la vitre, fatigué, plus vieux que 32 ans, alourdi par des années à être la responsable. Peut-être que tu as raison, ai-je dit. Peut-être que la seule façon de gagner cette fois, c'est de partir avant qu'on me demande de ramasser les débris. Daniel est venu derrière moi, posant légèrement son menton sur mon épaule. Je réserve les billets ce soir. Les mots m'ont semblé être de l'oxygène, à la fois terrifiant et libérateur. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé d'imaginer comment mes parents tordraient la situation. À la place, j'ai imaginé me réveiller au son des vagues plutôt qu'à celui des messages vocaux, au soleil plutôt qu'à la culpabilité. Les jours suivants se sont fondus dans les préparatifs. J'ai plié des robes d'été que je n'avais pas portées depuis des années, j'ai glissé des sandales dans la valise, j'ai rangé un livre dans la poche latérale. Daniel, toujours le planificateur, avait déjà trouvé une villa sur son ordinateur portable. Murs blanchis à la chaux, un balcon donnant sur une plage de sable rose. Elle est à nous, a-t-il dit, comme si c'était aussi simple. Et peut-être que ça l'était. La nuit avant le vol, je me suis assise en tailleur sur le lit, fixant la notification du calendrier sur mon téléphone. Mariage Sophie et Julien, toute la journée. Mon pouce a hésité, puis a appuyé sur « Supprimer ». L'alerte a disparu avec un petit carillon, et j'ai expiré si profondément que cela m'a surprise. Daniel s'est appuyé contre la porte, observant. Ça ressemblait à de la liberté. Plutôt à une reddition, ai-je dit doucement. Parfois, la reddition est la façon dont on gagne, a-t-il répliqué. Le lendemain matin, nous étions à l'aéroport avant le lever du soleil, les valises roulant sur des sols polis, l'odeur de café et de kérosène lourde dans l'air. Alors que nous faisions la queue à la sécurité, la main de Daniel s'est enroulée autour de la mienne, son pouce traçant des cercles sur mes jointures, me rattachant d'une manière que ma propre famille n'avait jamais faite. J'ai levé les yeux vers le tableau des départs, j'ai vu notre vol pour Figari et j'ai senti une pointe de culpabilité me poignarder.
Il m'appellerait égoïste. Il dirait que j'ai abandonné ma sœur. Mais ne m'avait-il pas abandonné en premier? Dans l'avion, j'ai pressé mon front contre la vitre fraîche alors que Lyon rétrécissait sous nous, les routes se transformant en fils, les quartiers en grilles. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré pour moi-même, laisse-les se noyer dans l'histoire qu'ils ont écrite. Je ne les sauverai pas cette fois. À mi-chemin de la traversée, Daniel s'est penché avec un sourire, feuilletant un magazine de voyage. Kayak à Palombagia, dîner dans une paillote sur la falaise, plage de sable rose. On va tout faire. J'ai souri en retour, un vrai sourire, pour la première fois depuis des mois. Et je ne penserai pas à eux. Il a embrassé le sommet de ma tête. C'est le plan. Mais quand je me suis assoupie contre son épaule, les rêves m'ont ramené en arrière. Sophie riant en soufflant les bougies sur un gâteau à 10 ans, moi debout dans un coin, mon propre anniversaire oublié le mois précédent. Mon père trinquant au réveillon en disant « Nous sommes si fiers de notre Sophie ». Ma mère passant un bras autour d'elle à Noël pendant que je débarrassais seule les assiettes dans la cuisine. Je me suis réveillée en sursaut, la voix du commandant de bord annonçant notre descente. Daniel Sarah Ma Main, interpretant mal mon expression. Nerveuse? Non, ai-je dit doucement. Soulagée. Quand les roues ont touché le sol et que la cabine s'est remplie d'applaudissements, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était même pas de la vengeance. C'était simplement la libération de porter un fardeau qui n'avait jamais été le mien. Alors que nous sortions sous le soleil éclatant de la Corse, la chaleur a caressé ma peau d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. La brise portait l'odeur du sel et des fleurs sauvages. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas la réparatrice, l'oubliée, l'exclue. J'étais juste moi. Et alors que nous roulions vers Porto Vecchio, la mer apparaissant et disparaissant à la vue, j'ai pensé au mot que ma mère m'avait craché. Ne ramène pas tout à toi. J'ai souri amèrement, me penchant contre l'épaule de Daniel. Cette fois, ai-je murmuré, tout est à propos de moi. L'air sentait le sel et le thym alors que le taxi serpentait le long de la route côtière, chaque virage s'ouvrant sur une nouvelle vue de la mer Tyrrhénienne, si éblouissante qu'elle semblait peinte. Lorsque le chauffeur a finalement tourné dans une ruelle étroite bordée d'oliviers et s'est arrêté devant une villa blanchie à la chaux perchée au-dessus de la mer, j'ai eu l'impression d'avoir trébuché dans une autre vie. Daniel a généreusement donné un pourboire au chauffeur, a attrapé nos bagages et m'a souri comme s'il avait planifié ce moment depuis des mois. « Bienvenue à Palombagia », a-t-il dit. La villa était simple mais a coupé le souffle. Des portes cintrées, des volets en bois peint d'un bleu doux, un balcon qui s'ouvrait directement sur l'horizon où le ciel et la mer se fondaient en un. À l'intérieur, la lumière du soleil se déversait sur des sols en terre cuite, attrapant les bords de chaises en osier et d'une petite table déjà mise avec 2 verres de vin et un bol d'olive. L'odeur d'agrumes flottait à travers les fenêtres ouvertes. Je suis sortie sur le balcon, les mains posées sur la balustrade, et j'ai senti le vent me caresser les cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas à ce que ma famille faisait sans moi. Je pensais à ce que je pouvais faire pour moi. Daniel est venu derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. « C'est ici que nous prenons un nouveau départ », a-t-il murmuré contre mon oreille. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les mots s'imprégner. Un nouveau départ. Loin de la manipulation sans fin, du favoritisme, du rôle étouffant de la réparatrice. Ce soir-là, nous sommes descendus à la plage. Le sable scintillait véritablement de rose à la lumière déclinante, se mêlant alors que le soleil baissait. Des couples se promenaient pieds nus, des enfants poursuivaient les vagues, et la mer clapotait doucement sur le rivage, comme si elle ignorait que le reste du monde était en plein chaos. J'ai laissé mes pieds s'enfoncer dans le sable frais, la main de Daniel chaude dans la mienne, et j'ai senti le poids de Lyon, des voix froides de mes parents, de la trahison de Sophie, s'effacer à chaque pas. Pour le dîner, dans une paillote en bord de mer, nous avons commandé du poisson grillé, des pommes de terre au citron et une carafe de vin blanc qui avait un goût de fleurs. Des musiciens jouaient des polyphonies corses sous une guirlande de lanternes, leur mélodie montant et descendant avec la brise. Daniel a levé son verre. À un mariage d'amour, pas de performance, a-t-il dit. J'ai ri doucement, faisant teinter mon verre contre le sien. Un jour, ai-je dit, le nôtre sera petit, tranquille. Pas de public. Juste nous et la vérité. Mais même dans la lueur des bougies, une partie de moi ne pouvait faire taire le souvenir de la voix de ma mère. Ne ramène pas tout à toi. Ce refrain me suivait partout. J'ai pensé au dîner de famille où Sophie était louée pour les plus petites réalisations tandis que mes succès étaient balayés, aux anniversaires où mon nom n'était même pas mentionné, à chaque fête où ma chaise était une pensée après coup. Ma famille avait été une scène, et Sophie avait toujours été la star. J'étais le bruit de fond, jusqu'à ce que je menace leur scénario en disant la vérité sur Julien. De retour à la villa, je me suis assise sur le balcon et j'ai ouvert mon téléphone. Je me suis dit que je vérifierais seulement mes emails, peut-être un message d'un client. Mais c'était là, en haut de mes notifications.
Mariage de Sophie et Julien, diffusion en direct dans 48 heures. Ma poitrine s'est serrée en l'ouvrant. Une bannière remplissait l'écran, Sophie dans les bras de Julien, tous deux rayonnant sous des guirlandes lumineuses. La légende disait « L'éternité commence en famille ». En famille. Daniel est sorti avec une assiette de figues et de fromage, a vu l'expression sur mon visage et a posé l'assiette doucement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai tourné l'écran vers lui. Il a lu les mots, puis a secoué la tête avec un petit rire. Parfois, l'éternité se termine plus vite qu'il ne le pense. Je voulais le croire, mais la photo me narguait encore. Mes parents semblaient si fiers sur chaque cliché. Ils avaient choisi Julien comme leur gendre idéal, leur sauveur. Ils l'avaient choisi lui plutôt que moi. Plutôt que le sang. Plutôt que la vérité. Plus tard cette nuit-là, allongé dans mon lit et écoutant les vagues au dehors, j'ai pensé à quel point ce monde était différent du leur. Ici, personne n'exigeait que je joue le rôle de la réparatrice. Personne ne me qualifiait de dramatique, de jalouse, de gênante. J'étais juste Olivia, 32 ans, construisant une vie avec un homme qui me voyait. J'étais visible, non pas parce que je pouvais être utilisée, mais parce que j'existais. Le lendemain matin, Daniel a suggéré que nous louions des kayaks. Nous avons pagayé dans les eaux cristallines, la lumière du soleil se réfractant sous nous comme du verre liquide. Des bancs de poissons filaient autour de nous, et les falaises s'élevaient derrière nous, parsemées de fleurs sauvages. Daniel a ri en m'éclaboussant, sa voix résonnant sur la baie. Un instant, j'ai ri aussi, pleinement et sans retenue. C'était ça, la vie. Sans fardeau, sans mesure, libre. Quand nous sommes retournés à la villa, je me sentais plus légère. Mais alors que je faisais défiler mon téléphone ce soir-là, une autre notification a retenti. Sophie avait posté un compte à rebours pour la diffusion en direct, décoré de cœurs et d'anneaux. Tellement reconnaissante pour tous ceux qui feront partie de notre journée, a-t-elle écrit. J'ai éteint le téléphone avant de pouvoir tomber dans la spirale à nouveau. Daniel m'a vu me tendre et m'a attiré contre lui. Laisse-les avoir leur scène, murmura-t-il. Nous resterons au soleil. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque, régulier et réel. La mer chuchotait au dehors, l'air sentait le vin et le romarin, et pendant un bref instant, je me suis laissé le croire. Mais alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de la baie, je ne pouvais me défaire de l'idée que dans 2 jours seulement, ma famille serait réunie en Provence, sous des lustres et des caméras, souriant comme si rien n'était pourri en dessous. J'étais parti, mais je savais que la tempête arrivait. Et quelque chose au fond de moi murmurait, je la verrai. Je saurai quand le rideau tombera enfin. L'air du matin était doux et salé quand j'ai ouvert mon téléphone et vu la bannière rouge glisser en haut de l'écran. Le mariage de Sophie et Julien est en direct maintenant. Je me suis figé au milieu de la cuisine de la villa, une main planant encore au-dessus de la cafetière. 2 mots pulsaient sur l'écran comme un battement de cœur que je ne pouvais ignorer. En direct maintenant. Daniel est arrivé derrière moi, encore humide de sa baignade, une serviette jetée sur ses épaules. Il a jeté un coup d'œil à mon téléphone. « Tu n'es pas obligé de regarder » a-t-il dit doucement. Mais mon pouce planait déjà sur la notification. « J'ai besoin de voir » ai-je murmuré. « J'ai besoin de voir ce dont j'étais exclu. » Le flux s'est ouvert sur une vue de caméra tremblante, probablement le téléphone d'un cousin. Des rangées de chaises blanches remplissaient une pelouse drapée de fleurs. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de sirupeux et familier. Les invités chuchotaient avec excitation. L'hôtel était encadré par des arches de roses, un décor si soigné qu'il ressemblait plus à une scène de théâtre qu'à un mariage. Et puis Sophie est apparue. Elle flottait dans l'allée dans une robe qui scintillait sous la lumière du soleil, son voile parfaitement épinglé, son bouquet tremblant dans ses mains. La caméra a zoomé de trop près un instant, captant ses lèvres pressées en une ligne nerveuse. Autour d'elle, les invités poussaient des exclamations d'admiration, les téléphones levés, applaudissant, souriant comme s'ils faisaient tous partie d'un conte de fées. Je me suis assise sur le canapé en Corse, les vagues s'écrasant faiblement au loin, la lueur de l'écran de mon téléphone traversant les murs blancs de la villa. Je n'étais pas là, mais d'une certaine manière, j'étais toujours à l'intérieur, regardant, invisible. Julien se tenait à l'autel, son sourire large, presque trop large. Il avait l'air impeccable, parfaitement habillé, chaque cheveu en place. Mais alors que la caméra le balayait, j'ai remarqué que ses yeux se dardaient vers les derniers rangs, puis vers un groupe d'hommes en costume sombre debout près du bord. Ils n'étaient pas des parents. Ils n'étaient pas des invités. Leur posture était trop rigide, leurs yeux scrutant la foule. Ma poitrine s'est serrée. Daniel a remarqué mon expression. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-le, ai-je dit. Regarde ces hommes derrière lui. Ça ne te semble pas étrange? Daniel a étudié l'écran, puis a émis un faible bourdonnement. Ça ressemble plus à un service de sécurité qu'à des invités de mariage. Exactement. Ma gorge s'est contractée. Julien n'était pas nerveux parce qu'il se mariait.
Il était nerveux parce que les murs autour de son parfait mensonge commençaient déjà à se fissurer. La caméra a tremblé alors que l'officiant s'éclaircissait la gorge, commençant la cérémonie. Mes parents sont apparus à l'image, assis au premier rang, leurs visages rayonnant de fierté. Ma mère se penchait contre l'épaule de mon père, ses perles scintillant au soleil. Elle avait l'air radieuse, comme si ce moment prouvait qu'elle avait élevé la fille parfaite avec le fiancé parfait. J'ai serré la mâchoire. Il ne m'avait jamais regardé comme ça. Pas quand j'ai eu mon diplôme, pas quand j'ai lancé mon entreprise, pas quand je me suis sortie des pétrins que Sophie laissait derrière elle. Mais ils étaient là, leur sourire plus éclatant que jamais, tout ça pour lui. Parfait, a formé les lèvres de ma mère alors qu'elle le murmurait à un parent hors champ. Il est parfait. Daniel a glissé un verre dans ma main, la condensation coulant sur ma peau. Laisse-les jouer leur théâtre, murmura-t-il. Nous, on regarde depuis le paradis. J'ai siroté la boisson, l'amertume du gin et des agrumes remplissant ma bouche. Mais ça ne pouvait pas masquer le goût de bile qui montait dans ma gorge. L'officiant a demandé à Julien de prononcer ses vœux. Il a ri nerveusement, s'est frotté la nuque, puis s'est lancé dans un discours sur la loyauté et la famille, sur la construction d'un avenir avec Sophie qui durerait pour toujours. Ces mots sonnaient creux à mes oreilles, comme s'ils avaient été mémorisés d'un script. Ce fut au tour de Sophie. Sa voix tremblait, les larmes aux yeux, alors qu'elle disait « Julien, tu m'as montré ce qu'est le véritable amour. Tu m'as donné une famille qui se sent enfin complète. » Les mots m'ont poignardé. Lui avait donné une famille? N'en avait-elle pas déjà une? Ou avais-je été si complètement effacée que je ne comptais même plus? Les invités s'essuyaient les yeux. Mes parents se tenaient la main, se la serrant avec satisfaction. Et tout ce à quoi je pouvais penser était « profitez-en tant que ça dure. La vérité n'attend pas éternellement. » La caméra a capté des bribes de chuchotement dans la foule. Quelqu'un a murmuré « Pourquoi tant de garde ?» Une autre voix les a fait taire. Mais le malaise flottait dans l'air, une ondulation juste sous la surface de l'image parfaite. Daniel s'est penché plus près. « Tu n'as pas besoin de regarder plus longtemps, a-t-il dit. Ça ne fera que te faire du mal. » J'ai secoué la tête. Non, j'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. J'ai besoin d'être témoin de la façon dont tout s'effondre. Alors j'ai regardé Sophie glisser une bague au doigt de Julien, sa main tremblant légèrement. J'ai regardé leur baiser sous les applaudissements, les acclamations des invités, les flashs des téléphones. L'illusion parfaite, diffusée en direct sur des centaines d'écrans. Puis, juste au moment où l'officiant fermait son livre, le flux a sursauté. Une voix a crié de quelque part hors champ, forte, autoritaire. La caméra a pivoté sauvagement alors que les invités tournaient la tête. Une femme a crié. La vue est devenue floue, des chaussures martelant l'herbe, le quatuor s'interrompant en pleine note. Et puis, claire comme de l'eau de roche, une voix d'homme a tonné dans les haut-parleurs. Agents fédéraux. Tout le monde reste où il est. Le téléphone dans ma main a tremblé, mais ce n'était pas la caméra, c'était moi. À l'écran, la caméra s'est inclinée brusquement vers le bas, attrapant des chaussures vernies qui se dispersaient, des femmes agrippant leurs robes en courant, des hommes criant. Les visages de mes parents sont apparus brièvement, la bouche grande ouverte de confusion et de terreur. Julien s'est figé, son sourire effacé, les yeux écarquillés comme un animal piégé. Puis des hommes en noir l'ont submergé, le poussant à terre, l'immobilisant brutalement au sol. Le cri de Sophie a déchiré les haut-parleurs, rauque et déchiqueté. Le flux a bafouillé, s'est figé une seconde, puis a repris. Les invités se sont précipités vers les sorties. L'officiant a reculé en trébuchant, laissant tomber ses notes. Ma mère s'est agrippée à ses perles. Mon père a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Je ne pouvais plus respirer. Mon verre s'est renversé, le cocktail se déversant sur mes genoux, et je ne l'ai même pas remarqué. La main de Daniel a couvert la mienne, ferme, me stabilisant. « Olivia » a-t-il murmuré, « regarde-moi. » Mais je ne pouvais pas. J'étais rivée à l'écran, à la scène qui se déroulait à un continent de distance. Le rêve dont il m'avait effacé s'effondrait en temps réel. L'image a encore bégayé, pixelisé, puis la caméra est tombée, la vue de côté sur l'herbe. Des voix ont crié, des bottes ont martelé, quelqu'un a sangloté. Et puis le flux s'est coupé, passant au noir. Je suis restée assise, figée, ma poitrine se soulevant, le son des vagues au dehors se heurtant au silence à l'intérieur de la villa. Daniel a ramassé mon téléphone, a essuyé la boisson de ma main et a demandé tranquillement « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» J'ai dégluti difficilement, ma voix à peine audible. « La vérité ?» ai-je dit. L'écran a clignoté à nouveau. The nouvelles notifications. Des appels manqués s'empilant. Des noms défilant sur l'écran. Maman, papa, Sophie, des numéros inconnus. Chaque vibration était un coup désespéré frappé à la porte d'un monde que j'avais finalement quitté. Les yeux de Daniel ont croisé les miens. « Tu vas répondre ?» J'ai fixé le téléphone,
les chiffres grimpant. 32 appels manqués. Puis 34. Puis 36. Non, ai-je dit finalement, la gorge sèche, la voix ferme. Pas cette fois? Et j'ai posé le téléphone face contre table. La mère rugissait toujours au dehors, sachant que l'histoire ne faisait que commencer. L'écran a vacillé pour reprendre vie dans le chaos. Le téléphone d'un invité était de nouveau en direct, cette fois depuis l'arrière de la tente. L'angle était instable, des pieds en fuite remplissant la moitié du cadre, mais les mots résonnaient, clairs et nets. Brigade financière. Tout le monde reste où il est. Des halètements ont parcouru la foule, puis des cris, puis le bruit de chaises renversées. Je me suis agrippée au bord de la table dans la villa, la brise méditerranéenne oubliée, tout mon corps figé alors que la scène se déroulait. Julien était au sol, 3 agents le maintenant fermement, ses poignets tirés derrière son dos. Le voile de Sophie avait glissé de côté, son visage strié de mascara, la bouche ouverte dans un cri rauque que je ne lui avais jamais entendu pousser. Les invités se sont dispersés comme des oiseaux effarouchés. L'un des agents a brandi un dossier vers l'officiant, la caméra l'a saisi au passage, des mandats tamponnés et signés. Une voix a tonné à travers le flux. Accusation de trafic de drogue, de fraude financière et de complot. Le sujet est en état d'arrestation. Mon père s'est avancé en titubant, le visage rouge. C'est une erreur, a-t-il crié. Vous savez qui nous sommes? C'est le mariage de ma fille. Un autre agent l'a repoussé fermement. Monsieur, reculez. Derrière lui, ma mère agrippait sa pochette, cherchant son téléphone. La caméra a brièvement zoomé sur son écran, son application bancaire en ligne. Sa main tremblait alors qu'elle appuyait sur rafraîchir, encore et encore, avec à chaque fois le même résultat. Solde 0. Elle a eu un hoquet si fort qu'il a percé les cris. Nos économies, c'est parti. Tout est parti. Mon père a saisi son propre téléphone, tapant furieusement, pour se figer lui aussi, fixant le même vide. Il a rugi, frappant du poing sur une chaise. Non. 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 Sophie a trébuché vers Julien, criant toujours, « Julien, dis-leur. Dis-leur que ce n'est pas réel. » Mais Julien gardait les yeux baissés, la mâchoire serrée, ne disant rien pendant qu'on lui passait les menottes. Il paraissait plus petit, tout à coup, son costume chair froissé, ses cheveux gominés en désordre. Le prince qu'ils avaient vénéré avait disparu. Je suis restée assise en silence sur le balcon, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Daniel s'est appuyé contre la balustrade, sa main frôlant la mienne. Sa voix était stable, me ramenant à la réalité. « Olivia, tu les avais prévenus. » J'ai hoché la tête, engourdie, incapable de détacher mes yeux de la scène. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont traité de jalouse. « Maintenant, ils savent » a-t-il dit. Le flux s'est incliné alors que l'invité courait, offrant une dernière vue de Sophie s'effondrant dans les bras de ma mère, son voile déchiré, son bouquet éparpillé sur l'herbe. Des agents rassemblaient les invités vers les sorties. Les instruments du quatuor gisaient abandonnés, les cordes vibrant alors que les gens trébuchaient dessus. Puis l'écran est redevenu noir. Mon téléphone a vibré violemment contre la table. Je l'ai retourné. 6 appels manqués de maman. Cotter de papa. 2 de Sophie. En quelques secondes, les chiffres ont grimpé. 15, 19, 22. Ma gorge s'est asséchée. Daniel a pris le téléphone de ma main avant que je puisse appuyer sur quoi que ce soit. « Ne fais pas ça, » a-t-il dit fermement. J'ai dégluti difficilement. Elle avait l'air si brisée. « Olivia, si tu réponds, ils te ramèneront directement dedans. Dans leur bazar. Dans leur accusation. » Mais ma poitrine me faisait mal alors que les notifications de messagerie vocale affluaient. J'ai appuyé sur lecture pour la première. « Olivia, s'il te plaît, sanglotait ma mère, ils disent que tout est une fraude, que nos comptes sont gelés. Tu travailles avec des entreprises, tu connais des gens, tu peux arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. » Le message suivant, la voix de mon père, rauque de rage. « C'est de ta faute. Tu l'as dénoncé, n'est-ce pas? Tu nous as ruinés. Réponds-moi. » Puis celui de Sophie, sa voix déchiquetée, mi-sanglot, mi-accusation. « Julien n'est pas un criminel. Il ne l'est pas. Il ne peut pas l'être. Il mente. Tu m'as toujours détesté, tu voulais que ça arrive. S'il te plaît, Olivia, aide-moi, ne les laisse pas faire ça. » Le son de ses pleurs a rempli la villa silencieuse. J'ai pressé le téléphone contre moi, la main tremblante. Daniel s'est assis en face de moi, son regard constant. « Tu penses vraiment que répondre changera quoi que ce soit? » J'ai secoué lentement la tête. Non. Ça ne changera pas ce qui est vrai. Dehors, la mer s'écrasait contre le rivage, régulière et indifférente. J'ai pris une longue inspiration. Pendant des années, j'avais été celle qui courait vers leur chaos. Envoyant de l'argent quand Sophie dépassait le plafond de ses cartes, arrangeant ses CV, trouvant des excuses quand elle échouait.
J'avais été le ciment, la réparatrice, l'invisible qu'ils ne remarquaient que lorsque j'étais utile. Et maintenant, alors que leur gendre parfait s'avérait être un criminel, que leurs économies s'évaporaient, que leur fierté se brisait en direct sur Facebook, ils m'appelaient. La fille qu'ils avaient effacée. Le téléphone a de nouveau vibré. 32 appels manqués. Puis 38. Puis 41. Mes parents. Ma sœur. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Daniel s'est approché, a touché ma joue. Tu ne leur dois rien. J'ai cligné des yeux, des larmes chaudes me montant aux yeux. Alors pourquoi ça fait si mal de les ignorer? Parce que tu tiens encore à eux, a-t-il dit doucement. Mais tenir à eux ne signifie pas te sacrifier pour sauver des gens qui t'ont jeté. Je me suis couvert le visage de mes mains, inhalant l'odeur de sel marin et de jasmin flottant depuis le balcon. J'ai pensé aux années où je les avais suppliés de me voir, aux innombrables nuits où j'avais pleuré dans mon oreiller après avoir été rejeté, au fait où ma chaise était toujours une pensée après coup. Et j'ai pensé à la seule vérité qui m'avait porté tout ce temps. Je les avais prévenus. Je les avais prévenus et ils avaient ri. Quand j'ai relevé la tête, j'ai trouvé Daniel qui me regardait avec une patience tranquille. J'ai essuyé mes yeux, stabilisé ma respiration et murmuré. C'est la justice. C'est à ça que ressemble la vengeance. Loose silence. Il a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. Le téléphone a de nouveau vibré. Les chiffres grimpaient. 49 appels manqués. 55, 61. Je l'ai attrapé, j'ai appuyé sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir et je l'ai posé, face contre table. Le silence qui a suivi était lourd, presque sacré. Nous sommes restés assis ensemble dans ce silence, les vagues s'écrasant au loin, jusqu'à ce que j'expire enfin, ma voix stable. Il voulait une famille parfaite. Maintenant, l'image est brisée. Laisse-les s'asseoir dans les débris. Daniel m'a attiré contre lui, pressant ses lèvres contre ma tempe. Et toi, murmura-t-il, tu peux marcher pieds nus sur le sable rose. Dehors, le soleil a baissé, peignant l'horizon de traînées pourpres. Mon téléphone gisait, sombre, sur la table, vibrant faiblement toutes les quelques minutes, inaudible. 96 appels. Manqué. 96 chances non saisies. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de laisser le téléphone continuer de sonner. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière les falaises déchiquetées de la Corse, mon téléphone était une plaque de verre possédé. Il s'allumait toutes les quelques secondes, bourdonnant sur la table en bois comme un insecte désespéré de s'échapper. Appel manqué dièse 78. Appel manqué dièse 84. Le temps que je revienne de me rincer les pieds du sable, le nombre avait grimpé à 96. Daniel a haussé un sourcil en voyant l'écran. 96 appels manqués, a-t-il dit lentement. Ça doit être un record? Je me suis assise sur le bord du lit, fixant les chiffres lumineux comme s'ils pouvaient disparaître si je le voulais assez fort. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, le téléphone a de nouveau vibré, de manière insistante. Je l'ai retourné et j'ai vu le nom de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de Sophie. Chacun aligné comme des fantômes dans le journal d'appel. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la boîte vocale. Le premier message était celui de ma mère, la voix mince d'hystérie. Olivia, ma chérie, écoute-moi, tout est parti. Les comptes sont gelés. On ne peut pas payer l'hypothèque, le traiteur, rien. Tu dois nous aider. Tu es intelligente, tu sais comment ces choses fonctionnent. Silty plate, BB, SILT plate. J'ai fermé les yeux, les mots me coupant d'une manière que je ne voulais pas. Elle m'avait appelé bébé, un nom que je n'avais pas entendu de ses lèvres depuis des années. Pas quand j'avais appelé en pleurant après un refus d'université, pas quand j'avais perdu mon premier emploi. Seulement maintenant, alors que son monde s'effondrait. Le message vocal suivant était celui de mon père, sa voix comme du gravier imbibé de whisky. C'est de ta faute, Olivia. Tu les as appelés, n'est-ce pas? Tu es allée à la police. Admets-le. Admets que tu voulais nous détruire. Tu es égoïste, ingrate. Réponds à ce fichu téléphone. Ma gorge s'est nouée. J'ai cliqué sur le message suivant. La voix de Sophie est parvenue, rauque, à bout de souffle. Julien n'est pas un criminel. Il m'aime. Il le piège. Je sais que tu me détestes, mais ne les laisse pas faire ça. Silty plate, Olivia. Tu es ma sœur. Ne les laisse pas tout me prendre. Ses sanglots ont rempli la petite chambre de la villa. J'ai pressé le téléphone contre ma jambe jusqu'à ce que le son se coupe. Daniel s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, m'observant attentivement. Et qu'est-ce que tu entends dans tout ça? A-t-il demandé. Du désespoir, ai-je murmuré. Et de l'accusation. Toujours de l'accusation. Il a hoché la tête. Exactement. Pas une seule excuse. Pas une seule admission qu'ils avaient tort. Juste du besoin, de l'attente et de la colère. J'ai fixé le téléphone,
Mon reflet fantomatique dans la vitre. 96 appels manqués. Pendant une fraction de seconde, j'ai imaginé décrocher, entendre leur voix se briser, exigeant que je revienne, que je nettoie l'épave. Et puis je me suis imaginé dire oui, comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Envoyant de l'argent, aplanissant les choses, les sauvant à nouveau. Mais une autre voix dans mon esprit était plus forte. Répare tout, c'est à ça que tu sers. Je me suis souvenu du dîner de Noël, quand j'avais 27 ans. Ils avaient posé pour une photo de famille, tout le monde rassemblé autour du sapin, pendant que je débarrassais encore les assiettes dans la cuisine. Plus tard, quand j'ai demandé pourquoi je n'étais pas sur la photo, maman a haussé les épaules. Tu aurais dû être plus rapide. Cette photo était toujours accrochée dans leur salon. Sophie, rayonnante au centre. Moi, effacée. Je me suis souvenu de mon 30e anniversaire, celui qu'ils avaient oublié. J'étais restée seule dans mon appartement à Lyon, mangeant un plat à emporter, attendant que le téléphone sonne. AL n'a jamais sonné. Le lendemain matin, maman a appelé, non pas pour me souhaiter un joyeux anniversaire en retard, mais pour me demander si je pouvais virer de l'argent à Sophie pour une caution. Je me suis souvenu du réveillon, quand j'avais 28 ans, reléguée à la table des enfants pendant que Sophie était assise en bout de table des adultes, rayonnant comme une reine. Papa avait dit, « Ce n'est qu'une place, Olivia. Ne ramène pas tout à toi. » Et maintenant, après m'avoir exclue du mariage, après m'avoir traitée de jalouse et de dramatique, ils avaient l'audace d'inonder mon téléphone de supplications, de rage et de reproches. Daniel a traversé la pièce, a doucement pris le téléphone de mes mains et l'a posé face contre table sur la table de chevet. « Tu ne leur dois pas un seul mot, » a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Mais c'est ma famille. Il m'a pris le menton jusqu'à ce que je croise son regard. Une famille ne t'efface pas quand ça l'arrange. Une famille ne se souvient de toi que lorsqu'elle se noie. Ces gens, tes parents, ta sœur, ils t'ont entraîné à croire que tu n'avais de valeur que si tu réparais leurs erreurs. Ce n'est pas de l'amour, Liv. C'est du contrôle. J'ai dégluti difficilement, ma poitrine douloureuse. Si je reste silencieuse, ils diront que je les ai abandonnés. Ils diront que je suis cruelle. La voix de Daniel s'est adoucie. Laisse-les dire. Le silence n'est pas de la cruauté. Parfois, le silence est la justice. Je suis restée assise là un long moment, écoutant le faible bruit des vagues au dehors, le rythme régulier de la respiration de Daniel. Le téléphone a de nouveau vibré, insistant. Mais cette fois, je ne l'ai pas pris. À la place, j'ai demandé doucement. Alors, c'est ça la vengeance? Juste ne pas répondre? Ce n'est pas de la vengeance, a dit Daniel. C'est reprendre ta vie. La vengeance est facultative. La liberté ne l'est pas. J'ai pensé au dernier message vocal de Sophie, à ses sanglots, à ses supplications. Un instant, la culpabilité m'a transpercée. Elle était toujours ma sœur. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots, des semaines auparavant. Reste loin de mon mariage. Tu vas tout gâcher. Elle m'avait exclu avec la précision d'un chirurgien. Et maintenant, elle récoltait le prix de ce choix. Le téléphone a vibré une fois de plus. 97, 98. 99, j'ai pris une longue inspiration, je l'ai ramassé une dernière fois, j'ai fixé le numéro maman, encore puis j'ai appuyé et maintenu le bouton latéral jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Je l'ai reposé. Le silence qui a suivi était épais, final. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable de ne pas me précipiter pour les secourir. Je me sentais stable. Daniel a souri faiblement, a embrassé ma tempe. Voilà ma fille, a-t-il murmuré. Dehors, la Méditerranée roulait sous le ciel crépusculaire, calme et infini. Mon téléphone gisait, sombre, sur la table de chevet. 96 appels manqués enfermés à l'intérieur. Des appels auxquels je ne répondrai jamais. Je me suis tournée vers Daniel et j'ai murmuré. Pour la première fois, j'ai le droit de me choisir. Et alors que la dernière lumière glissait sur l'horizon, j'ai réalisé que le silence pouvait être la réponse la plus forte de toutes. L'aube en Corse semblait irréelle, comme si la mer avait été fraîchement peinte pendant la nuit. Le ciel était strié de rose et d'or, les vagues peu profondes brillant d'un turquoise pâle. J'ai marché pieds nus sur le balcon avec une tasse de café corse bien serrée, l'arôme montant dans l'air frais. Pendant un bref et fragile instant, il n'y avait que le silence. Le genre de silence qui s'infiltre dans vos os et vous fait croire que la paix est possible. Puis mon téléphone s'est allumé sur la table. Les notifications s'empilaient si vite que l'écran semblait sur le point de se fissurer. Le hashtag fiasco du mariage de Provence était en tendance. J'ai fait défiler avec des doigts prudents. Des extraits de la cérémonie, Julien plaqué au sol, Sophie hurlant dans sa robe de mariée en ruine, mon père criant alors que les agents le repoussaient étaient partout. TikTok, Facebook, YouTube. Chaque vidéo était légendée avec un humour brutal, quand le marié dit oui à la police financière à la place. Le Karma Survey and Direct sur Facebook.
Les commentaires affluaient en dessous. Sa sœur ne les avait-elle pas prévenus? Pauvre mariée, mais bon, elle aurait dû écouter. Je me suis rassise sur la chaise, le café refroidissant dans mes mains. Mon absence était devenue une partie de l'histoire. Des étrangers, des gens que je ne rencontrerai jamais, reconstituaient la vérité, que j'avais été effacée pour préserver le conte de fées, que j'avais essayé de les avertir, et que le prix pour m'avoir ignoré était tombé. Daniel a fait glisser la porte du balcon. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil. « Tu es levé tôt » murmura-t-il. J'ai tourné le téléphone vers lui. Ses sourcils se sont haussés. Déjà viral. Déjà viral, ai-je répété. Il est sorti, a posé une assiette de pain chaud et de miel à côté de moi, et a embrassé le sommet de ma tête. Alors, laisse-les être viraux. Nous serons vivants. Nous avons passé la matinée sur la plage, louant des kayaks qui glissaient sur une eau si claire que nous pouvions voir les poissons filer en dessous. Le sable scintillait de rose sous le soleil, les coquillages craquant doucement lorsque nous avons ramené les kayaks sur le rivage. J'ai ri quand Daniel m'a éclaboussé, un son si libre qu'il m'a surprise. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas l'ombre de la famille, ni leur réparatrice. J'étais juste Olivia, 32 ans, en vacances avec l'homme que j'aimais, goûtant le sel sur mes lèvres. Plus tard, dans une paillote en bord de mer, nous avons partagé du veau aux olives et une bouteille de vin blanc frais. Des musiciens chantaient des polyphonies corses, et l'air était rempli de rires, de bavardages, de l'odeur du maquis et de l'ail. C'était l'opposé de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Pas de jugement, pas de manipulation, pas de ressentiment silencieux. Just love. Juste la joie. Pourtant, quand j'ai vérifié mon téléphone sous la table, la tempête ne faisait qu'empirer. Les sites d'information avaient repris l'affaire maintenant. Une descente de police interrompt un mariage en Provence, le marié accusé de trafic et de fraude. Les comptes de la famille vidés dans une escroquerie élaborée. Les visages de mes parents apparaissaient dans des captures d'écran granuleuses, ma mère se tenant la poitrine, mon père criant, la bave aux lèvres. Sophie, le mascara coulant, ses mains griffant Julien alors qu'on l'emmenait. Les commentaires étaient impitoyables. Cette famille a ignoré tous les signaux d'alarme. La sœur qui les a prévenus mérite une médaille. L'argent, les mensonges et le favoritisme pourrissent toujours de l'intérieur. Ma gorge s'est nouée en faisant défiler. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais, ni même de la satisfaction. Juste une étrange immobilité douloureuse. Pendant si longtemps, j'avais été l'invisible. Maintenant, des millions d'étrangers disséquaient le drame qui avait défini ma vie. Et ils me voyaient, même s'ils ne connaissaient pas mon nom. Cette nuit-là, nous avons marché le long de la plage, pieds nus, la lune peignant des traînées d'argent sur la mer. Daniel s'est arrêté, a regardé l'horizon, puis m'a regardé. « Tu n'as plus apporté leur bruit », a-t-il dit. « Je sais », ai-je murmuré. Et pour une fois, je le croyais vraiment. De retour à la villa, j'ai ouvert Instagram pour poster une photo de la mer, le sable rose scintillant au crépuscule. Quand j'ai cliqué sur mes messages, des centaines de messages privés ont inondé l'écran. Des étrangers écrivant « Reste forte ». J'ai aussi été exclue de ma famille. Tu avais raison. Certains étaient cruels, me traitant de jalouse, me reprochant la chute de Julien. Mais la plupart étaient pleins d'une solidarité à laquelle je ne m'étais jamais attendue. J'ai fait défiler jusqu'à ce qu'un nom m'arrête net. Grand-mère Hélène. Son message était simple. Olivia, appelle-moi. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'héritage. J'ai fixé les mots, mon cœur battant la chamade. L'héritage? Mes parents avaient toujours été secrets au sujet de la succession de mon grand-père. On m'avait dit nonchalamment que tout était allé à maman et à tante Caroline, qu'il ne restait rien pour moi. Ça m'avait piqué, mais j'avais avalé la pilule, comme toujours. Maintenant, en regardant cette seule ligne de ma grand-mère, j'ai réalisé qu'il y avait une autre vérité enfouie sous la manipulation. Daniel a levé les yeux alors qu'il nous versait des verres de vin. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai tourné l'écran vers lui. Il a lu, ses yeux se plissant. « L'héritage ?» J'ai hoché la tête lentement. Quelque chose a été caché. Et je pense que je suis sur le point de découvrir quoi. La mer rugissait au dehors, régulière et infinie. J'ai posé le téléphone, les paumes moites, et j'ai murmuré, les rôles ne se sont pas seulement inversés. Ils sont encore en train de s'inverser. L'air du soir en Corse était lourd de l'odeur des algues et du jasmin quand j'ai finalement appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille. « Grand-mère ?» Ma voix est sortie plus doucement que je ne le pensais, à moitié effrayée qu'elle ne réponde pas. Sa voix, rauque mais ferme, a rempli la ligne. « Olivia, ma chérie. » Je n'étais pas sûre que tu appellerais. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis, arpentant le balcon avec les vagues qui chuchotaient en dessous. Mais ton message, l'héritage, qu'est-ce que tu voulais dire? Il y eut une longue pause, juste le son de sa respiration. Puis elle a dit, j'aurais dû te le dire il y a des années. Ton grand-père a modifié son testament avant de mourir.
Il t'a nommé bénéficiaire principal. Je me suis figée, la main agrippant la balustrade si fort que mes jointures me faisaient mal. Ce n'est pas possible. Maman a dit que tout était allé à elle et à tante Caroline. C'est ce qu'elle voulait que tu crois. Sa voix se brisa avec l'âge et quelque chose de plus lourd, le regret. Mais la version signée, la version finale, a été déposée chez mon avocate, Eva Moreau. Elle te lègue la villa de la Côte d'Azur, la fiducie dans la société familiale et d'autres actifs. Il voulait que toi seul les aies. Les mots ont frappé comme des vagues contre un rocher, implacable et impossible à ignorer. Une villa, une fiducie, des actifs. Moi. J'ai pressé une main sur ma poitrine, essayant de calmer les battements furieux. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que ta mère était dans la pièce quand il a signé, a-t-elle murmuré. Elle le savait. Elle a dit au reste de la famille que l'ancienne version était la version finale. Et moi? Elle s'est interrompue, sa voix se brisant, je l'ai laissé faire. Je pensais que ça empêcherait la famille de se déchirer encore plus. Je pensais que je te protégeais. Mon estomac s'est tordu, non pas de choc, mais de reconnaissance. Bien sûr. Bien sûr que ma mère m'avait effacé. Pas seulement des mariages et des dîners, mais du dernier souhait de mon grand-père. Le favoritisme n'était pas un accident dans ma famille, c'était le fondement. Je n'arrive pas à y croire, ai-je murmuré. Ou peut-être que si. Ils ont toujours une façon de me rayer de l'histoire. Grand-mère a soupiré, le poids des années dans ce son. Je t'ai vu aux informations, Olivia. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage de Sophie. J'ai réalisé que tu portais une douleur qui n'a jamais été la tienne. Je ne resterai plus silencieuse. Eva est en train de déposer une requête. Pour rétablir le vrai testament. Tu auras bientôt de ces nouvelles. J'ai pressé mon front contre la balustrade, des larmes me piquant les yeux. Merci, ai-je murmuré. Quand j'ai raccroché, je suis restée sur le balcon un long moment, la mer s'étendant, sombre et infinie, devant moi. Daniel est sorti tranquillement, posant un verre d'eau à côté de ma main. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Pire, ai-je dit, la voix épaisse. Je viens de voir la vérité. Je lui ai tout raconté. Lo testament cash, la villa, les parts de la société. Il a écouté sans interruption, son visage ne changeant que lorsque j'ai dit que ma mère était dans la pièce lorsque le testament a été signé. Alors il a secoué la tête, la mâchoire crispée. Ils t'ont effacé parce qu'ils avaient peur de toi. Peur de ce qui te revenait de droit. Ce n'était pas de la négligence. C'était du vol. Le mot a frappé fort. Vol. Il ne m'avait pas seulement négligé, il m'avait volé. Mon propre sang. J'ai regardé l'horizon, l'eau noire sous la lune. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'étais invisible parce que je n'étais pas assez bien. Mais je n'étais pas du tout invisible. J'étais dangereuse pour leur histoire. Daniel a passé son bras autour de mes épaules. Et maintenant, l'histoire t'appartient. J'ai pensé au visage de mes parents dans ces clips viraux. Maman sanglotant devant son application bancaire vide. Papa criant sur les agents alors qu'on entraînait Julien. Leur fierté s'était brisée en public, leur richesse s'était évaporée, leur image parfaite avait été déchirée. Et sous tout cela, il y avait une autre vérité qui attendait de faire surface. Ils avaient menti sur l'héritage aussi. Un rire a jailli de ma poitrine, sec et sans humour. Ils voulaient tout. Et maintenant, ils n'ont rien. Daniel a embrassé mes cheveux. C'est le karma. J'ai secoué lentement la tête. C'est la justice. À l'intérieur de la villa, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal de maman, suppliant cette fois. Je n'ai pas bougé pour répondre. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le son se fonde avec les vagues. Plus tard, allongé dans mon lit, les rideaux ouverts sur le clair de lune, j'ai fixé le plafond et j'ai pensé à mon grand-père. La façon dont il me glissait un caramel au beurre salé dans la main après les dîners du dimanche. La façon dont ses yeux s'adoucissaient quand je parlais, comme si je n'étais pas trop, comme si j'étais assez. Il avait su, ai-je réalisé. Il avait vu la façon dont il me traitait. Et il m'avait choisi, malgré tout. Cette pensée a fait couler des larmes qui ont glissé silencieusement dans mon oreiller. Pas de chagrin, pas de colère, mais de l'étrange soulagement d'être enfin vu, même s'il a fallu la mort et des avocats pour que cela devienne indéniable. Alors que je sombrais dans le sommeil, les mots de ma grand-mère résonnaient dans ma tête. Eva est en train de déposer une requête pour rétablir le vrai testament. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que je ne m'effaçais plus pour survivre. La vérité sortait d'elle-même au grand jour. Et quelque part, à l'autre bout du monde, ma famille se débattait dans le noir. L'appel est arrivé juste après minuit, la villa enveloppée de silence à l'exception des vagues roulant contre les rochers en contrebas. L'écran s'est illuminé avec « numéro masqué ». Daniel s'est agité à côté de moi, son bras lourd sur ma taille. « Ne réponds pas », a-t-il marmonné. Mais quelque chose en moi en avait besoin. Mon pouce a hésité, puis a appuyé sur « accepter ». Au début,
Je n'ai entendu que des pleurs, saccadés et humides. Puis la voix de Sophie a crépité à travers la statique. Olivia. Oh mon Dieu, Olivia, tout s'effondre. Je me suis redressée lentement, glissant du lit au balcon. La mer était d'un noir d'encre, les étoiles si nettes qu'elles semblaient pouvoir couper. Sophie, ai-je dit. Tranquillement, que veux-tu de moi? Ses sanglots se sont intensifiés. Julien est en prison, la police, tout le monde parle de moi comme si j'étais une moins que rien. Les journaux, les vidéos. Sais-tu comment il m'appelle? La mariée d'un baron de la drogue. Sais-tu ce que ça fait? J'ai fermé les yeux, l'image d'elle dans sa robe de mariée me revenant en mémoire, le voile déchiré, le mascara coulant. Tu l'as épousé, ai-je dit. Je ne savais pas, a-t-elle répliqué sèchement, sa voix montant. Je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Si, tu le savais, ai-je murmuré. Je te l'ai dit. Je t'ai supplié d'écouter. Son souffle s'est coupé. Si tu n'avais pas répandu ces histoires, si tu n'avais pas essayé de gâcher les choses. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Tu me reproches d'être une criminelle? Tu l'as détesté dès le début. Tu as monté maman et papa contre lui. J'ai failli rire, un son cassant. Ils n'ont jamais été montés contre lui. Ils le vénéraient. Ils te vénéraient. J'étais la seule à voir clair dans son jeu. Elle s'est tue, sa respiration saccadée. Un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a murmuré, petite et tranchante, tu ne supportes juste pas que j'ai été sous les feux des projecteurs. Ma gorge s'est nouée, une chaleur montant le long de mon cou. Tu penses que c'est une question de jalousie, Sophie? Ton mari a blanchi de l'argent et trafiqué de la drogue. Il a vidé les comptes de nos parents, et tu veux parler de projecteurs? Ses sanglots ont repris, plus fort cette fois. Ils disent que c'est de ma faute, que j'aurais dû savoir. La famille de Julien ne veut plus me parler. Mes amis ne répondent plus. Tout le monde est parti. Je n'ai plus que toi. Les mots se sont tordus comme un couteau. Pendant une seconde fugace, j'ai voulu la croire, vouloir endosser le rôle que j'avais toujours joué. La réparatrice, le bouclier, la grande sœur qui portait le poids. Mais ensuite, je me suis souvenu des dîners de Noël où elle était couverte de cadeaux pendant que les miens restaient non ouverts. Des anniversaires dont personne ne se souvenait pour moi, alors que des week-ends entiers étaient planifiés pour elle. Du favoritisme sans fin de mes parents. De la façon dont ils me faisaient taire chaque fois que j'essayais de dire la vérité. Tu ne m'as pas, ai-je dit finalement. Ma voix n'a pas craqué. Pas cette fois. Elle a eu une inspiration brusque, comme si je l'avais giflée. Alors tu vas juste laisser ta famille s'effondrer? Tu vas juste regarder? Elle s'est effondrée le jour où ils m'ont effacée, ai-je dit. J'ai juste arrêté de ramasser les morceaux. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a sifflé, amère et venimeuse. Tu le regretteras. Quand ils te détesteront tous pour nous avoir abandonnés, tu le regretteras. Non, ai-je dit doucement. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu tant d'années à croire que tu me choisirais un jour. Et puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient en posant le téléphone, mais ma poitrine était étrangement légère. L'air de la nuit m'a enveloppé, frais et saumâtre, emportant le son de ses pleurs. Pour une fois, je ne me sentais pas comme la méchante. Je me sentais libre. Daniel est sorti, les yeux ensommeillés, se frottant le visage. C'était elle? Oui. Il m'a prise dans ses bras, a embrassé le sommet de ma tête. Tu regrettes d'avoir raccroché? J'ai secoué la tête. Pas du tout. Il m'a étudié un long moment, puis a souri faiblement. Bien. Parce que tu n'as plus besoin d'être leur sauveuse. Je me suis appuyée contre sa poitrine, le bruit des vagues réguliers sous nous. Je ne suis pas leur sauveuse. Ni leur bouc émissaire. Ni rien du tout. Le téléphone a de nouveau vibré contre la table, la lueur d'un autre appel. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. J'ai tourné le dos à l'écran, laissant le son s'estomper dans la nuit. Daniel M.A. Seri plus Ford. Voilà ta réponse. Loose silence. Mais juste avant que nous ne rentrions à l'intérieur, une autre notification a clignoté sur l'écran. Différente cette fois. Un message vocal d'un numéro de la Côte d'Azur. Je l'ai pris, l'ai regardé une fois et j'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas Sophie. C'était un cabinet d'avocats. Daniel a vu l'expression sur mon visage. Qui est-ce? Je lui ai montré l'écran. Le nom était formel, clinique. Eva Moreau, avocate à la cour. C'est l'avocate de ma grand-mère, ai-je dit lentement. Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles. Et elle dit qu'elle a quelque chose pour moi. Concernant le testament. Les vagues se sont écrasées plus fortes en dessous, comme pour ponctuer le moment. J'ai retourné le téléphone, face contre table, mon pouls battant la chamade. D'abord le mariage. Puis la police. Maintenant ça. Un héritage dont on m'avait dit qu'il n'avait jamais existé. Daniel a repoussé mes cheveux de mon visage.
On dirait que la vraie histoire ne fait que commencer. J'ai hoché la tête, un souffle brusque s'échappant de ma poitrine. Et cette fois, c'est à moi de la raconter. La lumière du matin filtrait à travers les volets quand mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois avec un numéro qui ne clignotait pas de désespoir ou de rage. L'écran affichait « Eva Moreau, avocate à la cour ». Je me suis assise dans le lit, mon cœur battant. Daniel, encore à moitié endormi, s'est frotté les yeux et a dit « Réponds ». Celui-ci est important. J'ai appuyé sur le bouton vert. Une voix calme et délibérée s'est fait entendre. Mademoiselle Fournier? Ici Eva Moreau. Je représente votre grand-mère, Hélène Fournier. Je crois qu'elle vous a parlé hier soir. Oui, ai-je soufflé. Elle a dit qu'il y avait un testament différent. C'est exact, a dit Eva. Je vous appelle pour confirmer que le dernier testament valide de votre grand-père, Jacques Fournier, a été signé et notarié dans mon cabinet. Dans ce document, il vous a nommé bénéficiaire principal de sa succession. Les mots ont atterri comme un coup de tonnerre. J'ai pressé une main sur ma poitrine, regardant par les portes du balcon où la mer scintillait de rose et de bleu. Bénéficiaire principal. Oui, a poursuivi Eva en douceur. Cela inclut la villa Fournier à Saint-Tropez, sa fiducie personnelle et les parts majoritaires dans la société familiale. Votre mère et votre tante ont présenté une version obsolète du testament après son décès, mais la version finale signée est en notre possession. Nous avons déjà déposé une requête pour la rétablir auprès du tribunal de grande instance. Vous serez contacté pour la procédure. Je me suis agrippée au bord du lit, prise de vertige. Une villa. Une fiducie. Des parts de société. Toutes les choses dont on m'avait dit qu'elles n'existaient pas. Toutes les choses dont j'avais été exclue parce que ma mère s'en était assurée. Daniel s'est assis à côté de moi, écoutant avec de grands yeux. La voix d'Eva n'a pas faibli. Votre mère était présente lorsque votre grand-père a signé le document. Elle est au courant de son contenu. Ses actions pour dissimuler ce testament sont discutables et nous serons prêts à présenter des preuves si elle le conteste. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. Pendant des années, j'avais cru que j'étais négligée parce que je n'étais pas assez bien. Maintenant, je connaissais la vérité. J'avais été effacée parce que j'avais trop. Maître Moreau, ai-je murmuré, pourquoi personne ne m'a rien dit? Son ton s'est légèrement adouci. Parfois, dans les familles, le silence est plus puissant que la vérité. Mais le silence ne tient pas devant un tribunal. La vérité assai. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Daniel m'a pris doucement le téléphone et l'a posé. Alors, c'est vrai, a-t-il. Tête. Tu es l'héritière. J'ai hoché la tête, engourdie. Et ils le savaient. Ils le savaient tous. Daniel m'a attiré contre sa poitrine, son rythme cardiaque régulier sous mon oreille. Ils t'ont menti parce que la vérité leur faisait peur. Tu n'as jamais été invisible, Liv. Tu étais une menace pour leur histoire. Des larmes me piquaient les yeux. J'ai pensé aux perles de ma mère au dîner de Noël, à la façon dont elle rayonnait en regardant Sophie tout en me jetant à peine un regard. J'ai pensé au gloussement dédaigneux de mon père, au mot « ne ramène pas tout à toi », qui résonnait dans ma vie. Et j'ai pensé à la voix furieuse de Sophie, quelques nuits auparavant, m'accusant de jalousie alors que son mari blanchissait de l'argent sous son nez. Tout cela, chaque offense, chaque coupure, était soudainement recadré par cette vérité. Il ne m'avait pas seulement oublié. Il m'avait volé. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au balcon, laissant le vent méditerranéen fouetter mes cheveux. En bas, les vagues scintillaient, infinies et calmes. Je les ai prévenus pour Julien, ai-je dit doucement. Ils n'ont pas écouté. Je leur ai dit que je souffrais, ils ont ri. Et quand papy m'a choisi, ils l'ont enterré. Ils m'ont enterré. Daniel est venu derrière moi, passant ses bras autour de ma taille. Plus maintenant. Ils ne peuvent plus enterrer la vérité cette fois. Nous sommes restés en silence, le poids des années pesant sur nous, puis se levant lentement. Plus tard dans l'après-midi, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour la première fois depuis mon arrivée en Corse. Des dizaines de mails ont inondé l'écran. Des journalistes demandant des déclarations. Des étrangers écrivant pour dire qu'ils me croyaient. Les noms de mes parents traînaient dans les gros titres. Et nichés entre eux, il y avait 2 messages de ma mère. Le premier, tu dois rentrer à la maison. On peut tout expliquer. Ne laisse pas des étrangers ruiner l'entreprise familiale. Le second, ce n'est pas fini. Tu nous dois quelque chose. N'oublie pas qui t'a élevé. La rage qui est montée en moi était vive, mais elle s'est rapidement consumée, ne laissant que de la clarté. J'ai cliqué sur le menu, j'ai survolé son adresse et j'ai appuyé sur « Bloquer l'expéditeur ». Daniel m'a observé de l'autre côté de la table. « Ça va ?» J'ai croisé son regard, stable pour la première fois depuis des semaines. Ils m'ont effacé de leur mariage. Maintenant, je les efface de ma vie. Cette nuit-là, alors que le ciel se teintait d'orange puis d'indigo, nous avons marché le long du rivage.
Mes pieds s'enfonçaient dans le sable frais, les vagues s'enroulant autour de mes chevilles. La mer semblait infinie, emportant les derniers échos de leur contrôle. J'ai murmuré à Daniel, je n'ai pas besoin de vengeance. Je n'ai même pas besoin de leurs excuses. La vérité suffit. Il a serré ma main. C'est ça, la justice. Et alors que nous retournions vers la villa, les étoiles s'allumant dans le ciel, je savais que les rôles s'étaient inversés pour de bon. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage, d'argent ou même de mensonges. Il s'agissait d'être enfin libre d'écrire ma propre histoire. Le feu crépitait doucement sur la plage, projetant une lumière orangée sur le sable rose qui brillait faiblement même dans l'obscurité. Daniel m'a tendu une guimauve piquée sur un bâton, le sucre croustillant sur les bords. J'ai mordu dedans et j'ai laissé la douceur fondre sur ma langue, fixant l'horizon noir. Pour la première fois de ma vie, ai-je dit doucement, je n'ai pas besoin qu'ils m'entendent. Mon silence suffit. Daniel s'est rapproché, son bras chaud contre le mien. Derrière nous, les lumières de la villa brillaient, mais ici, seule la marée et le vent remplissaient les espaces où vivaient autrefois des voix. Mon téléphone gisait sur la table au-dessus des dunes, l'écran s'allumant toutes les quelques minutes, bourdonnant de messages vocaux et de textes que je ne lirais jamais. Les messages de maman étaient passés de la supplication à la fureur. Tu dois rentrer à la maison. Tu détruis cette famille. Ceux de papa étaient pires, pleins de reproches. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Tu le regretteras. Et ceux de Sophie, ses sanglots et ses excuses peu sincères mêlés d'accusations. Chacun me rappelant la même vérité, rien n'avait changé. Aucun d'entre eux n'avait prononcé les mots qui comptaient. Aucun d'entre eux n'avait dit « Je suis désolé ». Nous avions tort. J'ai laissé le téléphone bourdonner, le laissé crier dans le vide de la nuit, et je me suis retourné vers le feu. Ils m'ont appris à croire que l'amour consistait à tout arranger pour eux, ai-je murmuré. Que ma valeur résidait dans mon utilité. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du contrôle. Daniel a pris ma main, a entrelacé ses doigts avec les miens. Et tu n'as plus à jouer ce rôle. Les flammes ont crépité, des étincelles s'élevant dans le vent. J'ai pensé à toutes les chaises au dîner de Noël où ma place avait été oubliée, aux anniversaires où mon nom n'était jamais apparu dans le groupe de discussion familiale, à la liste des invités du mariage où mon nom avait été barré comme si je n'avais jamais existé. Ces effacements avaient creusé des trous en moi pendant des années. Ce soir, ces trous ont finalement commencé à se refermer. Le lendemain matin, la mer était calme comme un miroir quand je me suis tenue sur le balcon. L'air était immobile, le monde silencieux. J'ai fait du café, j'ai ajouté une tranche de citron comme le font les locaux, et j'ai siroté lentement. Mon téléphone a de nouveau vibré. Des emails, cette fois. Des journalistes. D'anciens camarades de classe. Même des cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des décennies. La plupart des messages portaient un thème commun, la solidarité. Je sais ce que c'est que d'être exclu. Ton histoire est aussi la mienne. Reste forte. Un message se démarquait. Il était court, de ma cousine Tori, qui n'avait jamais participé au cirque familial. Je suis fière de toi. Tu ne dois d'explication à personne. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas effacé non plus. Je l'ai laissé là, une seule preuve que quelqu'un dans la famille m'avait vu depuis le début. À midi, Eva Moreau avait de nouveau envoyé un email. La date du procès était fixée. Le testament avançait. Ma mère devrait se tenir devant un juge et expliquer pourquoi elle avait caché les volontés de mon grand-père. Pour une fois, son charme, ses perles, sa manipulation soignée ne la protégeraient pas. J'ai lu l'email 2 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne me sentais ni euphorique ni vengeresse. Je me sentais juste stable. La vérité marchait enfin sur ses propres jambes. Je n'avais plus à la traîner. Ce soir-là, Daniel nous a versé des verres de vin et nous avons cuisiné ensemble. Du poisson grillé, des légumes rôtis, l'ail se répandant sur le comptoir parce que je ne mesure jamais. Nous avons ri quand la poêle a fumé, avons dansé maladroitement sur la musique qui s'échappait de son téléphone. Il n'y avait pas de public, pas de scène, pas de projecteur. Juste nous. Just law pakes. Plus tard, nous avons marché sur la jetée, les planches chaudes sous nos pieds. La marée se retirait, les étoiles assez brillantes pour peindre un chemin sur l'eau. Daniel s'est appuyé sur la balustrade, m'a jeté un regard. Et maintenant? J'ai pris une longue inspiration. Maintenant, je vis. Sans attendre leur approbation. Sans espérer leurs excuses. Just vivra. Il a souri, ce sourire lent et constant qui a toujours semblé être une promesse. Bonne réponse. De retour à la villa, j'ai posé mon téléphone sur la table du patio et je l'ai éteint complètement. Plus de bourdonnement. Plus d'interruptions. Just lost silence. 96 appels manqués, et aucun d'eux ne serait jamais retourné. J'ai fixé l'écran sombre et j'ai murmuré, ils m'ont effacé de leur mariage. Maintenant, je les efface de ma vie. Le lendemain matin,
Je me suis tenue sur le balcon avec mon journal ouvert, la mer un doux scintillement d'argent et de bleu. J'ai commencé à écrire. Pas pour eux, mais pour moi. Si vous avez déjà été effacé, négligé, ou si on vous a dit de rester petit, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir. La vengeance n'a pas toujours besoin de feu. Parfois, elle n'a besoin que de distance. J'ai fait une pause, j'ai tapoté le stylo contre la page, puis j'ai souri. Daniel est sorti avec du café, a jeté un coup d'œil aux mots. Ce n'est pas seulement pour toi, a-t-il dit. C'est pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles. J'ai hoché la tête, refermant doucement le journal. Il avait raison. Cette nuit-là, alors que nous étions assis ensemble sur la plage, je me suis tournée vers Daniel, ma voix basse mais ferme. Ils ont eu 96 chances de m'entendre. Maintenant, ils n'entendront que le silence. Les vagues ont murmuré leur accord, et la lumière du feu a dansé sur son visage. Pour une fois, je me sentais entière. Pas en colère, pas amère. Juste entière. Et si vous écoutez cette histoire, si vous avez déjà été celui qui est laissé de côté, celui qui est effacé, je veux vous entendre. Racontez-moi votre histoire. Laissez un commentaire, partagez-la. Laissez votre voix prendre de la place là où quelqu'un a essayé de la réduire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, sur la justice, sur le karma, sur les rôles qui s'inversent enfin, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Parce que le silence peut être puissant, mais dire sa vérité à haute voix peut l'être aussi.